Voilà. Donc, oui, comme vous voulez. Si vous voulez éteindre la lumière, oui, ça va être mieux. Quoique c'est du noir et blanc, on est des fans de l'eau, comme vous. Désolé. Donc, je remercie mes deux sœurs, mes deux amis, mes deux associés, Dr Jahmed et Dr Hadjissa pour leur venue, parce qu'on a essayé de vous concocter quelques cas cliniques savants ancrés. Donc, l'objectif principal d'aujourd'hui, bon, pour Hikma, je ne sais pas, mais pour moi, c'est de connaître, d'apprendre à connaître, à mieux interpréter une otoscopie, à faire une otoscopie. Parce que c'est comme je disais tout à l'heure au Dr Jahmed, l'auscultation, on fait la part des choses entre ce qui est sibilant, ce qui est ronflant, voilà, ce qui est crépitant, et là on pose un diagnostic. Donc l'autologie, l'oreille, si on ne fait pas une bonne otoscopie, on ne voit pas le tympan, on n'interprète pas une bonne image otoscopique, vous m'entendez comme ça, je lève la voix. Si on ne fait pas une bonne otoscopie, on n'interprète pas bien l'image otoscopique, on ne pourra pas avoir un diagnostic et on ne pourra pas prendre en charge notre patient. Donc le terme c'est les otites. On ne va pas parler uniquement de ce qui est aigu, on va parler de pratiquement. Ce n'est pas toutes les otites, c'est l'essentiel, c'est ce qui va vous intéresser. Donc la muqueuse des cavités de l'oreille moyenne. Voilà. Donc c'est un motif qui est très fréquent de consultation pour vous, tout d'abord, en médecine générale, en pédiatrie, les voisins dans l'autre salle, et pour nous, ORL, c'est le pain quotidien, surtout en cette période automno-hivernale. Alors, la première étape, on va commencer par les rappels. Donc, l'anatomie de l'oreille, elle est tellement complexe, mais on va la simplifier à un point que vous allez la comprendre certainement. Donc, l'oreille humaine se décompose en 3 compartiments. Donc, vous avez l'oreille externe, c'est le pavillon de l'oreille qui n'est pas très développé comme chez les animaux pour collecter le son, et le conduit auditif externe. Mais on va parler de ça après. Deuxièmement, il y a l'oreille interne qui est là. Donc, il y a la cochlée qui est responsable de l'audition, et il y a le vestibule avec les maquilles du trichyl et les canaux sémicirculaires qui sont responsables de l'équilibre. Entre les deux, il y a un espace qu'on appelle l'oreille moyenne. Donc cette oreille moyenne, sur cette coupe, vous allez voir ici la caisse du tympan avec une membrane tympanique, les 3 osselets, le marteau qu'on appelle maintenant le malleus, l'onclyme, l'incus, et le 3e osselet, l'étrier, c'est le stapes. Donc le mouvement va entraîner la transmission sonore du conduit auditif externe vers l'oreille interne. Problème, puisqu'il y a de l'air, il faut que le tympan vibre et il faut qu'il vibre bien. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait une équipression. La pression doit être équilibrée entre ce qui est ici et ce qui est là. Du coup, on a cette trempe qu'on appelle la trempe de Stache, maintenant on dit la trempe auditive, qui fait équilibrer par les muscles tenseurs, vélés, palatini, etc., la déglutition, le bâillement, ça passe de l'air et ça évacue les sécrétions qui sont derrière. Mais également, derrière, au niveau de l'os mastoïdien, il y a des cellules, c'est des chambres, qui sont recouvertes par une muqueuse. Ça permet la transmission de sang, etc., par voie osseuse, mais également ça permet de ventiler ce qu'on appelle les échanges gazeux au niveau de l'oreille. Donc là, je vous montre 2 axes. Un axe d'aération de l'oreille, c'est-à-dire le cavum qui est là. En avant du cavum, c'est le nez. Et le cavum, la trempe auditive, ça c'est la caisse du tympan. On est d'en haut et on regarde vers le bas. Donc on a le marteau, l'onclyme, l'étrier, et en arrière on a les cellules mastoïdiennes. Si on prend l'axe qui emprunte l'onde sonore, de l'extérieur à l'intérieur, le conduit auditif externe, la membrane tympanique, la chaîne des osselets, l'oreille interne, après le conduit auditif interne dans lequel se trouve le nerf auditif de l'audition, le nerf vestibulaire de l'équilibre, accompagné bien évidemment du nerf facial. Je suis à l'intérieur, donc la membrane tympanique, elle est très importante, c'est une fenêtre. Et cette fenêtre, elle vous permettra de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de cette caisse qui est la caisse du tympan. Donc de l'intérieur, on voit comment le marteau il est, comment l'onclyme il est, ou bien le malleus, l'incus, et comment il s'articule avec le 3e osselet qui est le stapes. Donc le marteau, ou bien le malleus, il a un manche, il a un col, et il a une tête. La tête s'articule avec l'incus, l'onclyme au niveau du corps, et l'onclyme, il a une branche descendante qui s'articule avec l'étrier. Donc là, ça assure une certaine vibration. C'est ce qu'on appelle la chaîne ossiculaire qui transmet le son. Et cette chaîne ossiculaire, elle est liée par des muscles qui contrôlent la puissance pour justement éviter les traumatismes sonores très importants. Sur le plan
physiologique, mais là c'est juste un résumé, mais ça ne se passe pas vraiment de cette manière. Donc une vibration qui entraîne le mouvement de la chaîne des osselets. Là c'est l'oreille interne, la cochlée qui est déroulée, pour vous montrer qu'il y a un liquide à l'intérieur. Ce liquide va stimuler des cellules, ce qu'on appelle des cellules ciliées au niveau de l'organe du cortex. Ça va créer un influx nerveux qui est noyau cochléaire et après jusqu'au cortex auditif qui est au niveau des lobes temporales, et ça va permettre l'audition. Plus encore, audition et imagination. Donc il y aura des interconnexions. Si quelqu'un vous appelle, sans vous vous tourner, vous allez vous apercevoir, c'est X, c'est Y. Il appelle gentiment, méchamment, il est énervé, etc. etc. C'est que là, parce qu'il y aura l'intégration visuelle, la mémoire, etc. etc., etc. C'est très complexe. Donc, si on revient à la caisse du tympan, l'oreille moyenne, ça c'est la trempe de stage. Regardez le cavum. Pourquoi? On est une zone d'endémie des cancers du cavum. Certaines autistes traduisent un cancer du cavum. Et il faut en être averti et penser à ce diagnostic. Donc la fosse nasale en avant se termine par le cavum, ce qu'on appelle l'arrière-cavité des fosses nasales. La trempe de stage, elle est là, c'est la trempe auditive. Et ici, la fossette de Rosenmüller, c'est le siège généralement électif de développement des cancers du cavum. Ce qu'on appelle les UCNT, les indifférenciated carcinoma nasopharyngeal. Particularité algérienne, on a deux pics, 10-12 ans, et le deuxième pic, généralement 40-50 ans. Deuxièmement, les végétations adénoïdes chez l'enfant se développent ici. Donc ça bloque le cavum, c'est un obstacle mécanique, etc., qui va retentir sur l'oreille. Donc la trempe auditive n'est pas la même chez l'adulte et chez l'enfant. Donc chez l'enfant, elle est droite, elle est courte, elle est béante, elle est ouverte. Donc c'est une véritable autoroute qui véhicule les infections des rhinopharyngées de l'enfant vers l'oreille. C'est pour cette raison que vous avez rhinopharyngite, otite répétée chez l'enfant à une certaine limite. Ça c'est très important. Regardez la trempe. Et cette trempe, elle est un dispositif musculaire contrôlé par le système nerveux central. Elle ouvre, elle ferme par des moments bien particuliers. La deuxième partie dans l'oreille moyenne, c'est ça. C'est la mastoïde, des cellules mastoïdiennes. Je vous ai montré ici le nerf facial comme rapport. S'il y a une infection, ça peut entraîner une séparation, des osseuses, entraîner paralysie faciale périphérique. Voilà. Donc la mastoïde, regardez, elle est couverte comme ça, mais si on enlève ça, il y a des cellules à l'intérieur qui sont recouvertes par une muqueuse. Et l'infection peut se propager là, et on peut avoir des mastoïdites aiguës suite à une otite aiguë qui est maltraitée. Arrive, ça c'est la clé. Je vais insister sur ça. Et après, on va voir, on va développer le cours, vous allez voir que c'est très facile. Mais le plus important, c'est ça. Alors, otoscopie normale. C'est comme si je vous parle maintenant d'auscultation pulmonaire, le pneumologue qui va en parler. Donc, il faut savoir qu'on avait commencé avec ça. Voilà, donc on mettait dans l'oreille, mais ça aussi c'est développé parce que regardez la loupe là, elle va vous faire un zoom pour voir la membrane tympanique. Ce qui va vous gêner quand vous allez faire une otoscopie comme ça, c'est quand il y a un grand bouchon. Donc là c'est difficile, nous les ORL, on a les miroirs, on a les outils, l'aspiration, des petits crochets, etc. On peut allonger le malade, enlever les bouchons, etc., etc. Mais sinon, si la voie est dégagée, si le bouchon n'est pas important, etc., etc., c'est que grâce à l'autoscope, alors regardez, vous avez différents diamètres, différents calibres, et là, ça vous procurera un agrandissement. Vous allez voir la membrane tympanique. Ça, c'est sur le plan pratique. Maintenant, la technologie, elle arrive, et elle arrive vite. Et les audioprothésistes qui sont assistifs, maintenant, ils s'équipent de ça. C'est des petits endoscopes munis d'une caméra et un grossissement sur un écran. Et vous pouvez voir ça, soit directement sur un écran, soit c'est affiché sur un smartphone, ici un portable, ou bien sur un smartphone avec même l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, on pourra, bon, c'est un projet, c'est une proposition de projet. C'est-à-dire, grâce à une image otoscopique normale, on va donner à cette intelligence l'autoscopie normale, on va donner toute la base de données des différents aspects pathologiques et malades. Après, on fait ça et il va vous poser le diagnostic, otite moyenne aiguë, supérée, congestive, s'il y a une perforation, synchronicéatome, etc., etc. Donc là, c'est un projet sur lequel on est en train d'avancer. Donc, maintenant, on a vu, voilà, j'ai pris une image, après la marque, j'insiste juste sur 2 points, ici, si vous pouvez voir ici, c'est que là, nous, ORL, surtout pour la pathologie chronique, on a besoin d'utiliser le microscope ou bien l'auto-endoscope, l'examen sur microscope, surtout pour la pathologie chronique. Maintenant, on va voir une otoscopie normale. Donc là, c'est un tympan qui est normal. Donc c'est un tympan qui est normal. Quels sont vos repères? Regardez. Là, vous avez ça. Je reviens, sans les repères que je vous ai mis. Vous avez ça. C'est ce que vous allez voir. Vous allez voir le tympan comme ça et une zone ici qui brille.
Donc ça, c'est une partie de l'osselet le plus important qui est le malleus. Donc le malleus, il a un manche, il a un corps et il a une tête qui est là. Vous la devinez, vous ne pouvez pas la voir. Sur ce malleus, il y a l'incus, l'enclume qui est là, le corps. Il y a une branche descendante qui descend ici. Regardez par transparence. Vous voyez quelque chose de blanc. On peut éteindre la lumière, peut-être l'image sera mieux. Et gauche, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? Après ça, j'ai dit que c'est un tympan droit. Donc le tympan, c'est un anneau qui est amarré à l'os par cet anneau qu'on appelle l'anneau fibreux que vous voyez ici en blanc. D'accord? Et regardez, tout est collé d'une manière et c'est comme un entonnoir qui va vers le centre au niveau de l'ombilic du manche du malleus. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, là, je vois, j'ai bien dessiné les repères de ce manche du malleus. Regardez ce qu'on voit. Donc là, c'est le manche du malleus ou le manche du marteau. Je n'ai pas dessiné la tête parce que je ne la vois pas. Je la devine. Encore, en bas, la zone qui brille, regardez, elle reflète la lumière de ce que nous avons projeté. Parce que pour examiner, on a besoin de lumière. Et cette lumière, elle va se réfléchir et donner cet aspect. C'est ce qu'on appelle le triangle lumineux. Voilà. Donc là, vous allez les voir. Par transparence, si le tympan est intact, généralement, il est transparent. Vous pouvez voir ici un nerf, c'est ce qu'on appelle la corde du tympan qui donne la sensibilité à la langue. Vous pouvez également voir par transparence, là, l'incus, il est là, le corps, la branche descendante qui descend ici, qui s'articule à un troisième osselet qui est là, qu'on appelle le stapes, l'étrier. Vous pouvez voir ça par transparence derrière un tympan. Et après, vous pouvez deviner ce qu'on ne peut pas voir derrière, j'ai mis en rouge, la tête du malleus, l'incus, le corps et la branche descendante de l'enclume. Donc vous avez la chaîne des osselets, la membrane tympanique sur laquelle est amarré le malleus, l'incus et le stapes, le triangle lumineux qui brille en bas. Donc s'il y a une otite, eh bien, ces repères, vous allez les perdre. Deuxièmement, topographiquement, on divise, c'est comme la carte d'Algérie, vous avez le nord, vous avez le sud. Donc la membrane tympanique, on la divise en deux parties. Ici, la membrane flaccide et ici, la membrane tensa ou bien la pars tensa. Pourquoi? Parce que ici, la membrane, elle est composée de 3 couches. De l'extérieur, la peau, de l'intérieur, la muqueuse et entre les deux, une fibreuse. Par contre, là, non. La peau, elle est directement collée à la muqueuse. C'est pour ça que certains otites chroniques se développent ici, surtout les otites dangereuses dont on parle du cholestéatome. Autre chose, c'est qu'on peut topographiquement, s'il y a une perforation dans ce tympan, on veut diviser comme ça une ligne et une autre perpendiculaire. Celle-là, elle longe le manche du malleus, l'autre, elle lui est perpendiculaire et vous aurez, puisque ça c'est l'avant, donc c'est le cadran antéro-supérieur, ça c'est le cadran antéro-inférieur, ça c'est le cadran postéro-inférieur et ça c'est le cadran postéro-supérieur. Donc en voyant une perforation, vous allez dire une perforation des cadrans antéro-inférieurs et une perforation des cadrans postéro-supérieurs, une perforation qui touche les deux cadrans inférieurs, antérieurs et postérieurs, etc. etc. Ça c'est de la topographie. Maintenant entrons dans le sujet, les otites. Selon les formes évolutives, vous avez les formes aiguës, les aigus à répétition récidivante, les chroniques et même les chroniques avec les poussées de surinfection. On va commencer par la plus fréquente, la plus commune des ubiquitaires, c'est l'otite moyenne aiguë. L'otite moyenne aiguë, c'est une infection aiguë de la muqueuse des cavités de l'oreille moyenne. Elle est plus fréquente surtout entre 6 et 24 mois. Et surtout, elle suit la saisonnalité automno-hivernale. Alors, les facteurs favorisants sont nombreux. L'hiver, c'est les infections virales. La collectivité, c'est la socialisation précoce. On voit ça précocement avec les crèches et le mode comment on enlève nos enfants. Le tabagisme passif, certaines anomalies comme la trisomie. La fonte vélaire, pourquoi? Parce que la trempe ne fonctionne pas correctement. La présence de végétation adénoïde, le terrain atopique, la carence marcelle, etc. Tout ça, c'est des facteurs qui favorisent ces infections. L'allaitement maternel, là, c'est prouvé, il a un rôle qui est protecteur très important. Dans la majorité des cas, c'est des virus. C'est des virus dans pratiquement 60 à 70% des cas. Mais ces virus peuvent préparer le lait à l'infection. Et l'infection, c'est des bactéries. Et ces bactéries sont différentes à l'âge. Alors, dans le temps, on parlait d'hémophilus influenzae, suivi de pneumocoque. Et après vient
Moraxella catarrhalis, les streptopiogènes, le staph, etc. Là, on est bien évidemment chez l'enfant de plus de 3 mois, chez l'adulte. Alors que chez le nourrisson, attention, le nouveau-né, le nourrisson moins de 3 mois, eh bien là, il y a d'autres germes, surtout les entérobactéries, ou bien voire même le pseudo-menace, qui sont là, qui sont très menaçants. Et là, c'est des tableaux qui sont plus ou moins sévères. Le diagnostic est très difficile pour plusieurs raisons, y compris la preuve bactériologique difficile à obtenir. Mais ce qui a changé, et je parlais tout à l'heure avec mes consoeurs, Dr Hadjis et Dr Jahnit, c'est qu'avec l'introduction du vaccin antipneumococcique, l'introduction du vaccin anti-hémophilus B, on commence à changer. Et du coup, même nous, ORL, on voit de moins en moins d'otites à pneumocoque. Voilà. Et ça a été signalé. Là, j'ai pris un exemple pour vous de la littérature. C'est un article récent et j'ai pris le Brésil pour sortir du cadre l'Afrique du Nord, l'Europe, etc. pour vous montrer que c'est un phénomène qui s'est mondialisé. Et on voit des fréquences, voilà, vous pouvez lire ici, l'hémophilus influenzae qui prend la tête, suivi par les streptobiogènes, le staph, le streptococcus pneumoniae, il revient à la 4e position. On voit une diminution de l'incidence de la fréquence de ces. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que votre antibiothérapie, elle est probabiliste, elle doit cibler les germes qui sont responsables. Et vous savez, le pneumocoque ou bien l'hémophilus, soit c'est des sécréteurs naturels de bêta-lactamate, soit c'est des germes qui sont naturellement résistants. Et on va voir le pourquoi. Donc, sur le plan physiopathologique, la réaction inflammatoire avec l'œdème va entraîner l'adhésion des bactéries et leur multiplication. Maintenant, sur le plan diagnostique. Le diagnostic, eh bien, vous avez des signes spécifiques. Vous ne risquez pas de vous tromper. Eh bien, la maman vous ramène son bébé parce qu'il a une otalgie, une douleur, avec un syndrome infectieux, la fièvre, généralement dans les suites d'un épisode de rhinopharyngite, plus ou moins des troubles digestifs, des troubles du sommeil et des troubles du comportement. Alors, si elle le ramène pour une otorrhée récente, dans un cadre fébrile, c'est typique, c'est pathognomonique d'une otite moyenne aiguë bactérienne qui a perforé le tympan et qui s'est coulée, en dehors d'un antécédent de passé otitique chargé avec des otorrhées. S'il n'y avait pas de passé otitique avec otorrhée chargée, et vous avez ça, d'emblée, c'est une otite moyenne aiguë au dernier stade où le tympan s'est perforé, ça a coulé. Mais si vous avez la notion de passé otitique, ça coule, ça recoule, etc., vous pouvez penser à une otite chronique avec des poussées de surinfection. On revient, la clé du diagnostic, c'est l'otoscopie. Donc l'otoscopie, qu'est-ce que vous allez voir avec le matériel que vous voulez, prenez votre temps, etc., etc. Donc vous avez un tympan normal. S'il y a une congestion, une rougeur avec une hypervascularisation, le tympan devient opaque, qui est rouge, et les reliefs également qui sont rouges, vous êtes devant une otite moyenne aiguë stade 1, congestif, là, ça peut être viral, ça peut être bactérien à son début. Et généralement ça, si vous avez l'opportunité de s'abstenir de ne pas donner un antibiotique, ça serait l'idéal. Si vous risquez de perdre votre patient, etc., qu'ils ne sont pas disciplinés ou vous redoutez quelque chose, mettez votre malade. Deuxième stade, c'est ça. C'est, regardez l'aspect, ça bombe. Comme le manche du malleus, il est au centre, ça va tenir le tympan au centre. Mais le tympan, il va bomber. Ça donne ce qu'on appelle, parce que là, ça devient blanc, tellement c'est du pus qui est derrière, blanchâtre, ça donne ce qu'on appelle l'aspect en pie de vache. Vous connaissez le pied de vache? C'est typique. Donc, c'est typique. Le troisième stade, là j'ai mis les deux stades, le troisième stade, c'est que le tympan, au sommet de cette collection purulente, va se perforer, il y aura du liquide qui va couler, une perforation. Donc, ça c'est typique, regardez, c'est le même enfant, oreille droite, oreille gauche, regardez la différence, manche des marteaux, la vascularisation tout autour et l'oreille droite, où le tympan est normal. Et une douleur atroce avec syndrome infectieux dans les suites d'une rhinopharyngite, etc. C'est une otite moyenne aiguë, stade 1. Regardez ça. Voilà l'aspect en pied de vache, regardez. C'est une otite moyenne aiguë, stade. Attention, des fois vous aurez ça. Ça, ce n'est pas un bombement, c'est une rétraction. Regardez. Donc là, avec un liquide qui est brun derrière, il n'est pas blanchâtre. Là, c'est le schéma pour vous montrer le tympan quand il est rétracté. C'est comme le drap, le fil à linge, comment il le drape. C'est la même chose. Regardez, sur le manche du marteau, sur l'enclume, sur l'étrier, le stapes, ça moule les articulations. C'est une rétraction des tympans avec du liquide. Donc là, c'est une otite séromuqueuse, ce n'est pas une otite aiguë. Par contre, celle-là, elle peut se surinfecter, elle peut faire des otites aiguës. Il faut la prendre en charge. Ça, c'est un autre cas, avec un épanchement. Et là, vous pouvez voir les bulles d'air qui sont derrière. C'est typique.
d'une otite séromuqueuse. Alors, les formes cliniques des otites aiguës, donc le grand enfant, l'adulte, là, ils savent s'exprimer. Généralement, c'est des otalgies en coup d'épingle au fond du conduit, plus ou moins hypoacousés et des acouphènes. Le nourrisson à 3, là, c'est le diagnostic qui est plus difficile. Pourquoi? Pour nous, le conduit il est très étroit, très difficile d'examiner, il faut nettoyer, etc. Et deuxièmement, le tableau clinique, il est très trompeur. Déjà, des agitations, léthargie, perte d'appétit, vomissement, amaigrissement, des convulsions. Vous n'avez pas du tout la symptomatologie, sauf s'il y a une autorée récente. Donc, c'est un tableau clinique qui est complètement trompeur. Donc, les récidives, on parle de récidives quand il y a un retour à la normale, mais toujours devant des récidives fréquentes, il faut chercher les facteurs favorisants. Les formes compliquées d'emblée avec une paralysie faciale périphérique, et on voit de moins en moins. Les labyrinthites avec une surdité perception et surtout vertige, voilà, merci pour la réponse, qui sont régressives au premier stade, mais si c'est supéré, ça détruit, c'est impossible. Les formes nécrosantes qu'on ne voit plus maintenant, donc la scarlatine ou bien en cours de la rougeole, c'est devenu extrêmement rare. D'autres formes compliquées, la complication la plus fréquente, c'est la mastoïdite ou bien l'automastoïdite, ça se propage au niveau de la menstruelle. Vous aurez un décollement du pavillon vers l'avant, une collection, une rougeur, le sillon rétro-auriculaire qui est là va être effacé, il n'y aura plus de sillon, et un comblement parce que la suppuration, elle va liser l'os et elle va faire une collection juste en dessous périostée, donc avec altération de l'état général et bien sûr le cortège paraclinique. D'autres formes, les formes avec méningite, surtout moins de 24, généralement 3 mois jusqu'à 12 mois, les premiers mois, donc on a eu des cas avec méningite, l'abcès cerveau, thrombophlébite, donc c'est des formes qui sont devenues extrêmement rares vu l'utilisation d'antibiotiques qu'on utilise en médecine de vie. Alors, diagnostic différentiel, l'otite externe, c'est juste une infection de l'oreille externe, surtout chez l'adulte qui tripote souvent son oreille. L'otalgie réflexe, là, vous allez faire votre otoscopie bien, le tympan il est normal, mais le malade dit avoir une otalgie, il faut chercher la douleur ailleurs. Ça peut être l'articulation temporomandibulaire, ça peut être une dent, ça peut être une angine, ça peut être un cancer de l'amygdale, ça peut être un cancer du cavum, ça peut être un cancer du larynx si vous avez une voix qui est enrouée. Donc, ça ne veut pas dire que le malade il ment. Non, le tympan il est normal. J'ai une otalgie, le malade plaint son otalgie. C'est une otalgie réflexe, il faut rechercher la cause. Les poussées d'otite chronique et là, la dernière c'est l'otite barotraumatique et nous avons des cas, donc ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails pour l'otite barotraumatique. Alors, le traitement. Le but, c'est soulager votre patient, diminuer le risque des complications suppuratives et surtout prévenir les récidives. L'antibiothérapie, c'est le pilier du traitement. Ça va être de 8 à 10 jours, mais il y a des cas où ça peut être moins. Ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails. Ce que j'ai préparé pour vous ici, c'est les recommandations de la HAS, la Haute Autorité de Santé française, donc validée 2016. Il y avait une mise à jour de juillet 2024 sur des arguments bien fondés. Eh bien, je vous ai mis l'antibiotique, la posologie, le nombre de prises. Donc toujours l'amoxicilline en tête du peloton, la dose de 80 mg kg sans dépasser 3 g par jour et pendant 10 jours en 2 prises. Après, c'est l'amoxiclave, et on va voir, surtout vous avez une conjonctivite associée, etc. Donc qui oriente vers tel ou tel germe, parce qu'il y a des signes cliniques qui montrent, qui orientent vers tel germe. Donc toujours 80 mg kg, mais 80 mg c'est au dépend de l'amoxicilline. On pourra parler à la fin de ce rapport qui change périodiquement le 8.1 et je pense maintenant ils sont au 14.1 le rapport amoxiclave. Le céphéroxymaxitil, c'est les céphalo deuxième génération, voilà le cépodoxyproxétine ou bien voilà, en cas d'allergie on peut revenir même au sulfaméthoxazole, trimétoprime et qui est efficace à la posologie, 30 mg kg jour pour le sulfaméthoxazole ou bien de 6 mg kg, surtout en cas d'allergie. Le traitement symptomatique, à vous de voir les antalgiques, les antipyrétiques, les anti-inflammatoires, surtout si on en a besoin, c'est la corticothérapie. La désinfection rhinopharyngée, on n'insistera jamais assez sur ce point, c'est très important. Attention, attention. Donc c'est une véritable autoroute qui véhicule tous les germes. Alors, les gouttes auriculaires généralement sont pathologiques, sauf dans les cas cannulaires, c'est avisé antalgique. Attention, s'il y a une perforation, évitez les gouttes ototoxiques. La chirurgie, elle a ses indications, c'est surtout la parasynthèse. Dans les otites compliquées d'emblée, le nourrisson de moins de 3 mois parce qu'on a besoin d'une preuve bactériaux. Une otite
on a traité convenablement, ça ne marche pas, on doit avoir l'examen pour la bactério et les otites récidivantes. Alors ça, c'est le matériel. L'enfant, il est endormi, sous gaz. Donc on entre, on voit ce microscope, le tympan, on fait une petite incision radiaire et on prélève le pus. Et généralement, ça cicatrisera dans 2-3 jours au maximum. S'il y a un fond chronique, on peut placer un tuyau, un aérateur derrière. Et là, c'est les formes récidivantes. On enlève les végétations adénoïdes qui bloquent, ou bien on met ce qu'on appelle des drains transtympaniques. S'il y a une otite séromuqueuse, c'est ça le drain. On a fait la perforation, mais comme elle va se fermer dans 48 heures, on va placer un petit tuyau pour empêcher cette fermeture et aérer l'oreille. Ça va chuter, ça va tomber de lui-même d'ici maximum 3 mois. Attention, reflux gastro-œsophagien pour la récidive, carence martiale, l'allergie et surtout, si c'est possible. Je sais que notre train de vie a changé et que les crèches sont devenues indispensables. Alors, systématiquement rechercher une otite aiguë chez le nourrisson et l'enfant fébrile. Donc, ça fait partie de l'examen clinique. Un enfant qui vient en urgence, en crise d'asthme, qui vient en urgence pour rhinopharyngite, pour angine, alors il faut examiner les 2 tympans. Affiner le choix de l'antibiothérapie, bien sûr, le prélèvement de pus. Donc ça, on a terminé la partie aiguë, qui est la plus communautaire que vous voyez le plus souvent, surtout en cette période. On va s'attaquer aux formes chroniques. J'ai choisi 2 formes rapidement et après on passera au quiz si vous n'avez pas de questions. Alors, les otites chroniques, donc cette arthrose inflammatoire, des cavités de l'oreille moyenne, mais qui dépasse les 3 mois. Donc ça dépasse les 3 mois, on a 2 types. En noir, les otites à tympan fermé, otites séromuqueuses, et les otites à tympan ouvert, donc c'est chronique, mais c'est simple, c'est pas dangereux, c'est pas grave. Et de l'autre côté, c'est en rouge, on a les otites chroniques dangereuses, le cholestéatome et la tuberculose. En Algérie, on en a recensé quelques cas, certes pas beaucoup, voilà, mais qui existent aussi. Alors, les unes sont bénignes, ça entraîne peu de complications vitales, mais ça laisse des séquelles, c'est une surdité, et ça reste même cette surdité accessible au traitement. Sauf si la durée d'évolution est tellement longue, il y aura une destruction de l'oreille interne, là c'est pas possible de rattraper. Par contre, les dangereuses, voilà, elles n'ont aucune tendance à la guérison spontanée, elles entraînent des complications qui mettent en jeu le pronostic vital, et leur traitement est exclusivement chirurgical. Alors, le passage de l'une à l'autre n'est pas rare, et la surveillance de toute otite chronique il s'impose. Et quand on dit otite chronique, ça ne veut pas dire obligatoirement perforation tympanique. Nous avons vu l'otite séromuqueuse, elle est otite chronique, à tympan fermé, le tympan n'est pas perforé, ça ne coule pas. Et on va commencer par cette forme, l'otite à tympan fermé, l'otite séromuqueuse, abréviation on dit OSM. Donc ça touche l'enfant 3-8 ans et elle est fréquente, 1-4%. Et regardez ça, c'est l'âge préscolaire et l'âge juste de première année de sa scolarité. Donc il y a l'apprentissage du langage. Et ces formes-là sont rares chez l'adulte. Par contre, si vous allez la constater d'un seul côté, même chez un enfant, attention, pensez au cancer du cavum. Dans notre pays, 2 pics, 10, 12 ans et 40 ans. Docteur Khabeba, c'est un ORL. Donc, c'est l'association des ORL qui est aujourd'hui ici. Donc, le cancer du cavum. L'hypoacousie, la surdité, elle est rare, elle est expliquée par le liquide qui est derrière la membrane tympanique. La surdité, elle est de transmission avec un déficit qui peut aller de 20 à 40 décibels. Et cette surdité, le plus souvent, elle est bilatérale. Bon, de là, c'est des examens, le tympanogramme qu'on utilise, c'est l'impédosmétrie pour confirmer le diagnostic. Le diagnostic, il est clinique. Ce que vous avez à l'autoscopie, c'est des tympans fermés, mais qui sont mat, la couleur beige ou jaune, avec parfois un liquide, un niveau liquide derrière ou des billes. Donc le tympan peut être rétracté. Et regardez ce tympan que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, le manche du marteau il est rétracté. Des fois vous avez ça, le niveau liquide, et des fois vous avez des bulles d'air qui sont en rétrotympanique. Regardez, là c'est un liquide qui est jaune, pratiquement qui vire vers le marron, la couleur marron, derrière un tympan qui est fermé. Et là regardez des bulles d'air derrière la membrane tympanique. Donc l'évolution, souvent, c'est une guérison spontanée. Ça peut laisser des séquelles non négligeables, surtout la liste des osselets. La plus redoutable, c'est la rétraction de la membrane tympanique et source du cholestéatome. On va voir ça après.
Donc le traitement, si l'évolution est prolongée, s'il ne répond pas au traitement, s'il y a une surdité qui est gênante avec un retard scolaire et gel scolaire, là on intervient. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la membrane tympanique et on place des aérateurs, bien évidemment, on vérifie le cavum. Regardez ici, la rétraction elle est tellement importante que le tympan il s'est enfoncé dans cette partie. Le tympan, donc là, cadran antéro-supérieur, antéro-inférieur, postéro-inférieur, postéro-supérieur, il y a une poche de rétraction, c'est-à-dire une invagination localisée du tympan dans cette partie. Et la peau, quand elle s'invagine, elle colle aux osselets. Et si elle colle aux osselets, elle commence à faire les squames, ce que vous voyez ici, et elle va détruire les osselets. C'est des enzymes qui vont détruire la chaîne des osselets, ça va aggraver encore la surdité. Et si ça part à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle un cholestéatome. Donc le traitement, enlever les végétations adénoïdes, un traitement sur une éventuelle fragilité muqueuse, si l'hypocausie est très importante en place. Tout à l'heure, je vous ai parlé des aérateurs, mais là, on le fait pour 3-4 mois. Des fois, on a besoin d'une action pour 1 année, 2 ans. On fait ces T-tubes, T-tubes en forme de T, qu'on place et ça ne chute pas, ça ne tombe pas tout seul. Il restera 1 année, 2 ans, le temps qu'on voit que la membrane tympanique, elle s'est rétablie. Regardez, des T-tubes en place sur l'oreille. Ça, c'est un tympan droit. Ça, c'est un tympan gauche. Alors, les otites chroniques à tympan ouvert, qu'est-ce qu'il y a? Là, c'est l'otorrhée qui domine le tableau. Souvent, c'est une otorrhée récidivante, mais elle n'est pas fétide, il n'y a pas d'odeur dans cette otorrhée. Elle est muqueuse ou séromuqueuse, mycopérinante. Et si vous voyez le tympan, vous allez trouver une perforation. Mais cette perforation, elle a des caractéristiques, elle ne touche pas le cadre osseux ni le manche des malleus. C'est ce qu'on dit, une perforation qui n'est pas marginale et à travers laquelle ça coule du pus. Donc, après l'otorrhée qui domine le tableau, vous aurez une baisse de l'audition qui dépend bien sûr de la taille de la perforation et des dégâts au niveau de la chaîne ossiculaire. Donc l'évolution est souvent désespérante, il faut assécher ses oreilles. Traitement, il y a celles qui cicatrisent spontanément, il y a celles qui ne vont pas le faire, il faut les assécher et après on opère. Donc la cicatrisation spontanée va se faire selon ce mode, des taches blanchâtres que vous allez voir dans votre otoscopie, c'est ce qu'on appelle des plaques calcaires, c'est-à-dire des pots de cristaux de calcium au niveau de la couche médiale de la membrane. Ça donne cet aspect. C'est un tympan qui est pathologique, il est séquelaire, il était souffrant, et là il cicatrise et c'est fermé et c'est bon. Donc des fois, c'est des petites membranes très fines, ce qu'on appelle des pellicines. C'est-à-dire le tympan n'a pas retrouvé toute sa mobilité, mais ça s'est fermé quand même. C'est bon. Le fait qu'il est fermé, ça sépare la caisse de l'extérieur. Si l'introduction d'eau, ça ne va pas couler. Donc, le traitement, on met en état les voies aériennes, l'enfant, les végétations, l'adulte, une cloison nasale, une déviation, etc. Donc, éviter les gouttes avec toxicité. Et après, c'est le traitement chirurgical. On ferme juste la membrane tympanique, on appelle ça une méringoplastie ou bien tympanostie type 1. Si les osselets sont lisés, on va les remplacer avec des prothèses qu'on appelle l'ossiculoplastie. Maintenant, on arrive au cholestéatome, qui est une forme d'otite dangereuse. C'est la mauvaise peau, roncine in the wrong place. Et cette peau, elle vient du conduit auditif externe. Donc, il y a une invagination quelque part. Le tympan, il entre. Et une fois la peau, une fois elle entre dans la caisse du tympan, elle va s'infecter et elle va détruire les structures osseuses. En détruisant les structures osseuses, elle va créer beaucoup de dégâts, paralysie faciale, méningite, thromboplévite, etc., etc. Donc le diagnostic, il est clinique. Généralement, le point de départ, c'est ici. Ça, c'est des coupes. Ou bien, c'est la partie postéro-supérieure. Regardez, c'est des tympans. Regardez la rétraction. La rétraction, et ça commence à détruire l'oreille. Mais des fois, nous avons eu des cas comme ça. Et on n'arrive pas à expliquer, c'est des restes de peau derrière, un tympan qui est normal. On va voir une perle blanchâtre derrière. Donc là, le scanner confirme et le traitement, il est chirurgical avant que ça grossisse. Donc sur le plan clinique, il y a une hypoacousie. L'otorrhée, quand ça s'infecte souvent, mais cette otorrhée, elle est fétide quand ça coule, un cholestéatome. Si vous allez sentir la mauvaise odeur, pensez au cholestéatome. Pourquoi? C'est pour éviter les complications, paralysie faciale, labyrinthite, méningite, etc. Donc le traitement, le diagnostic, il est otoscopique et le traitement, il est exclusivement chirurgical. Donc là, ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails des différentes techniques chirurgicales. La tuberculose, on en voit une tuberculose dans le cavum, on a eu des cas.
Et on a eu des cas de tuberculose au niveau de la membrane tympanique des tympans. Le plus souvent, elle est primitive, la voie de propagation tibiale à partir du cavum, hématogène, ça a été cité. Donc le diagnostic différentiel, surtout, si vous avez une surdité de perception qui s'aggrave, s'il y a une paralysie faciale, mais on ne voit pas de cholestéatome, et si on voit un membrane tympanique, un tympan comme ça, avec ça, c'est des cas que j'avais corrigés à l'époque avec le professeur Yahi, ici à City. Et là, vous avez, par exemple, ça, c'est plusieurs perforations sur la seule membrane tympanique. Et ben, si on a ça, on pense souvent à une tuberculose et on fait des petits prélèvements pour la napate, on confirme, mais ça marche très très bien. Rarement, on a recours à une chirurgie pour fermer. Et le traitement antituberculeux, il est très efficace. Donc, plusieurs formes anatomocliniques. La plus grave des sorties dangereuses reste le cholestéatome. La tuberculose extrapulmonaire, elle est là, ganglionnaire, caverne ou autologique. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Je laisse les laboratoires Hikma modérer. Et après, on va passer au quiz et les cas cliniques. Merci. J'espère que ce n'était pas encombrant. C'est facile. Le code QR où il y a un lien. D'accord? Sinon, vous mettez pour scanner le code. Oui, mais je vais le mettre. J'attends juste la connexion Internet sur mon PC. Faire des gouttes, par exemple l'autofa, par exemple, on fait des préparations oxygénées, on fait des gouttes d'ophtalmo à base de quinolone. Oui, on fait ça. Mais quand il y a par exemple des gouttes de commerce, maintenant on n'en a plus. La polydexa et l'antibiosénalar, etc. C'est des molécules. Il y avait une association antibiotique avec le cortex, etc. Donc maintenant, on n'en a plus ça. Mais ces gouttes-là sont autotoxiques pour l'oreille, la néomycine, etc. Donc s'il y a une perforation, si vous allez faire des gouttes, vous allez assassiner, en quelque sorte, les cellules de l'oreille interne. Et vous allez détruire que ce soit la cochlée et la surdité, que ce soit le vestibule. Alors, je vous comme ça, oui. Je mets ça, vous pouvez scanner pour qu'on avance et je réponds aux questions. Oui, oui, ça se scanne normalement, mais il y a les caméras ne scannent pas, etc. Pour répondre aux questions. Donc là, vous avez cet aspect. Ce que vous voyez en trait noir continu. Et là, vous voyez quelque chose en trait noir continu. Le stapes, la pars tensa, la pars flaccida, le manche du malleus ou le nerf facial. Qu'est-ce que vous voyez en trait continu? Vous avez 30... Non, vous répondez sur l'application. Vous avez 30 secondes. Vous cliquez sur la réponse. Voilà, déjà, il y a 11 qui est répondu. On va par réponse. J'ai appuyé là-bas. Tu appuies ici. Tu vois? Et noir continu, nous avons vu, c'était le manche des malleus. Oui. Maintenant, autre chose, une deuxième question. Ce que vous voyez en trait noir discontinu, c'est-à-dire ça. Triangle lumineux, pars tensa, pars flaccida, triangle brillant, le scotum. Mais pour ne pas gêner les gens, c'est anonyme, Yanné. Si vous allez répondre, si Dr Ahmed va se tromper, se trompera, personne ne va le savoir. Hein. Donc 18 seulement, vous avez répondu que 18. Comment vous avez répondu? Donc 15, 83% d'entre vous, vous avez répondu triangle lumineux. Et il y a 3 qui ont répondu triangle brillant. Donc la réponse juste, c'est ça, c'est triangle lumineux. Donc en fin de compte, triangle brillant, c'était juste un leurre pour vous faire prendre. C'est triangle lumineux parce que il est éclairé, voilà, il reflète la lumière. Alors, on continue. Donc là, je vous ai mis un schéma, donc une otoscopie. Vous avez plusieurs choses à la fois. La question est, ce que vous voyez ici,
Est-ce que vous les voyez tous lors d'une otoscopie? Est-ce que vous voyez tous ces éléments? Non, vous répondez sur l'application. Vrai ou faux? Voilà la question. Alors, répondez. Est-ce que vous voyez tous ces éléments sur l'application? C'est une question simple, mais juste à écouter comme l'objectif dès le départ. C'est de savoir faire une otoscopie, d'interpréter une otoscopie, même sur un livre. Même si on ne peut pas la faire, on interprète sur un livre. Voilà, donc 20, vous avez répondu, je les en plus dire. Maintenant, la question c'est ça. Vous avez ce tympan, alors montrez-moi la légende, légendez ce schéma. Le 1 c'est quoi? Le 2 c'est quoi? Le 3 c'est quoi? Vous écrivez le 1, le 2, le 3 qui est là, le 4, le 5, le 6, le 7. Vous avez 2 minutes, il vous reste 1 minute 33. 30. Il reste 50 secondes. C'est la tête du marteau, la tête du Malleus. Bon, le 2, c'est le corps de l'enclume ou bien le corps de l'incus. Le 3, c'est la branche descendante de l'enclume. Le 4, c'est l'étrier ou bien le stapes. Le 5, c'est l'anneau fibreux qui amarre le tympan à l'os. Le 6, c'est le triangle lumineux. Le 7, c'est le manche du Malleus. D'accord? C'est bon? Vous avez... Voilà. Alors, maintenant, c'est un tympan réel. Là, vous êtes devant un malade. C'est quoi? 1, ça veut dire c'est quel côté? Droit ou gauche? 2, c'est quoi? 3, c'est quoi? Et 4, c'est quoi? Allez-y. Vous avez aussi 2 minutes. Largement le temps pour répondre. Ça, c'est une otoscopie réelle. Vous êtes devant un malade. C'est une otoscopie d'un malade. Donc, le 1, c'est quel côté? Gauche, il faut réfléchir. À mon avis. Le 2, c'est quoi? Le 3, c'est quoi? Le 4, c'est quoi? Ah, il faut valider. Non, c'est un petit fait. C'est facile normalement, c'est très facile. J'ai mis le plus difficile avant. Donc ça, c'est juste pour juste mémoriser et ancrer la réponse. J'attends, là je passe. Mais elle? C'est bon, on valide, on passe. Pour gagner un peu de temps. Bon, 15 secondes, c'est rien du tout. Alors, donc les réponses correctes, vous pouvez checker vos réponses. En rouge, c'est faux. Hein? En bleu, ce que vous avez répondu. Voilà, ça c'est juste. Oui, c'est juste. Oui. Maintenant, bravo. Ah, non, c'est pas juste. Donc ça, c'est un tympan droit, vous avez raison. Pourquoi? Parce que le manche du Malleus est orienté de haut en bas, d'avant en arrière. Donc vous avez, ça c'est un tympan droit. Si c'était l'inverse, c'est un tympan gauche. 1, c'est le manche du Malleus. 3, c'est le triangle lumineux. Et le 4, c'est l'anneau fibreux qui relie le tympan à l'os. D'accord? Voilà. Maintenant, je passe la parole à mon ami Dr Jahnit pour le premier cas clinique. D'accord? Voilà. Donc, bonjour à tous. Bon, j'admire toute personne qui a pris de son temps pour être présente aujourd'hui à cet événement. Je tiens à remercier le professeur Benzamil de l'heure de cours et particulièrement à l'équipe Hikma
qui est toujours actif dans la formation médicale continue. Donc on va essayer de traduire ce qui vient d'être dit dans la partie théorique et on va parler maintenant pratique. Donc on présente un premier cas clinique. Qui d'entre vous aux urgences ou bien en consultation n'a pas déjà reçu un cas pareil? C'est une petite fille de 10 ans par exemple qui consulte en compagnie de sa maman pour une otalgie droite dans un contexte de rhinopharyngite qui évolue depuis 24 heures et ne répond à aucun traitement antalgique de palier 1. Cette malade ne présente aucun antécédent médical ni un antécédent otologique. Donc elle a une fièvre de 38 degrés qui évolue depuis 24 heures et on avait fait une otoscopie et cette otoscopie avait montré cet aspect-là que vous voyez ici. Donc on passe à la première question. Donc à votre avis, devant cet aspect otoscopique, donc à votre avis, devant un aspect otoscopique qui est juste là devant vous, à votre avis, c'est quoi le 1 et c'est quoi le 2? Donc le 1, c'est quel côté, quelle oreille, l'oreille elle est de quel côté? Et le 2, c'est à votre avis, c'est quoi le diagnostic? 1 c'est quoi, 2 c'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Justement, on vous a dit dès le départ, le but, parce que otite, quel que soit l'otite, c'est l'otoscopie. Et ce qu'on veut, au moins vous sortez avec une connaissance qui est l'otoscopie. Donc là, c'est quoi? Type de l'otite et stade. Exactement. Donc voilà, c'est quoi comme pathologie? Mais ça serait bien aussi de rajouter le stade. D'accord? Voilà. Ben, on va voir tout de suite, je crois que le temps est écoulé, donc on va voir tout de suite la réponse et on va voir surtout vos réponses. Alors, ils auront des réponses sur leur smart. En rouge, c'est faux. En vert, c'est juste. Donc, mais après, bon, c'est un jeu de mots. Vous pouvez dire, bon, vous allez donner des réponses. Donc ce que vous allez voir sur vos téléphones, c'est que si c'est en bleu, donc c'est correct. Si c'est en rouge, c'est pas correct. Donc si c'est en bleu, ça doit être un tympan qui est droit. Et pour le 2, c'est une otite moyenne aiguë, stade 2, collectée, suppurée, voilà, avec un aspect de pie de vache comme on l'avait vu tout à l'heure. Voilà. Alors, si vous voulez donner quelques exemples de réponses. Par exemple, qu'est-ce que vous avez écrit? Ben, est-ce qu'il y a tout le monde qui a répondu otite moyenne aiguë non. Collecté, aussi. Pourquoi non? Stade 2. Tout ça, c'est quoi? Il n'y a pas de souci par rapport à l'application, mais en tout cas, vous avez pu reconnaître une otite moyenne aiguë de stade 2. Voilà, c'est ça le plus important. C'est pas de répondre juste, mais de pouvoir diagnostiquer ça chez un malade que vous recevez en consultation. D'accord? Donc, pour la deuxième question, ça va être à choix multiple. Donc, concernant les otites moyennes aiguës, à votre avis, quelles sont les propositions exactes? Est-ce que la cause, elle est plutôt virale? Est-ce que dans 60% des cas, la cause est bactérienne? Est-ce que le streptocoque pneumoniae est fréquent dans les otites moyennes purulentes de l'enfant de plus de 3 mois? Et est-ce qu'à votre avis, la vaccination anti-pneumococcique a permis de réduire la survenue d'otites moyennes aiguës chez les enfants? Ça a été rapide, je crois. Il n'y a eu que 6 réponses. Et les bonnes réponses étaient plutôt que l'otite moyenne aiguë et virale. Donc, elle peut être bactérienne, mais pas la plus fréquente. Que le streptocoque pneumoniae est le plus rencontré chez les enfants de plus de 3 mois. Et depuis l'avènement de la vaccination anti-pneumococcique, on a remarqué une réduction du nombre d'otites moyennes aiguës, mais pas que, mais c'est surtout des complications liées à ces otites moyennes aiguës. Avant, on voyait plus de complications, mais depuis, on va dire, je crois, 2018, depuis qu'on a introduit cette vaccination, on en voit de moins en moins. Et ça, c'est l'efficacité du vaccin. Si vous permettez, on passe à la troisième question. Donc, concernant la prise en charge, à votre avis, quelles sont les propositions exactes? Est-ce qu'une désinfection rhinopharyngée est contre-indiquée? Est-ce que vous pensez que dans ce cas-là, un traitement antibiotique devrait être indiqué?
Est-ce qu'un traitement antibiotique ne diminue pas le risque de survenue d'une complication? Et le traitement antibiotique de référence, est-ce que c'est l'association amoxicilline-acide clavulanique? Et est-ce que dans ce cas-là, une parasynthèse devrait être faite? Ben, je crois que le temps, c'est rapide. Est-ce que vous voulez qu'on reprenne la question? Ok. Voilà. Non, ça ne marche pas. Que 5 réponses, mais on va voir ensemble les réponses. Donc pour la désinfection, donc elle devrait être faite. C'est au moins pour diminuer les germes au niveau du rhinopharynx. Dans ce cas-là, puisque c'est le stade 2, c'est douloureux, ça doit être bactérien, donc un traitement antibiotique devrait être indiqué. On avait dit... je crois qu'il y a une erreur pour le traitement antibiotique de référence. Que le traitement diminue. On avait dit que la vaccination diminuait la survenue d'otite moyenne aiguë, mais aussi les complications. Le traitement de référence, oui, on a tendance à donner de l'amoxicilline acide clavulanique à toute otite moyenne aiguë qu'on reçoit. Mais il faut savoir que toutes les recommandations maintenant s'alignent sur le fait que l'amoxicilline est le meilleur traitement pour les otites moyennes aiguës. Pourquoi? Pour 3 bonnes raisons. C'est qu'il reste efficace et il reste bon pour le pneumocoque. Il reste efficace pour l'hémophilus influenzae. Il a moins d'effets secondaires que l'association, surtout digestifs. Voilà. Et pour éviter les résistances, la survenue de résistance, donc il serait intéressant de rester avec avec l'antibiotique le plus simple. C'est mieux que d'entraîner des résistances avec la... Mais maintenant, ça dépend, c'est au cas par cas, ça dépend du malade que vous recevez. Maintenant, je reçois un malade avec une conjonctivite, par exemple, je ne vais pas m'amuser à donner de l'amoxicilline alors que je sais que c'est l'hémophilus. Il serait intéressant de donner de l'association au lieu de donner que de l'amoxicilline. Donc là, tu as des réponses. Oui. Donc il y a 2 répondu des infections rhinopharyngiques indiquées. Il y a 3 traitements antibiotiques indiqués. Il y a un qui a répondu ou une de traitement antibiotique ne diminue pas le risque de survenue de complications. Il y a 2 qui ont répondu le traitement antibiotique de référence et l'association articulaire. Il y a un qui a répondu que la parasynthèse est indiquée. Très bien. Ça, c'est des réponses. Par contre, la réponse juste, il y en a une seule. Mais maintenant, vous savez pourquoi les autres réponses ne sont pas vraies. Parce que vous risquez de voir chez un malade qui présente une otite moyenne aiguë. Bon, chez un malade chez qui vous allez faire une otoscopie. Donc, soit vous allez trouver un aspect otoscopique qui est tout à fait normal, d'accord, même s'il présente une otalgie, mais on peut avoir un aspect otoscopique qui est normal. Donc, dans le cadre de l'otite moyenne aiguë, on peut avoir un aspect otoscopique avec cet aspect-là et qui présente une otite moyenne aiguë au stade 1, qui est un tympan qui est congestif. On arrive toujours à voir les reliefs, on arrive à voir le marteau, alors que dans la 3e figure, on voit un tympan qui est clairement bombé, avec une collection derrière ce tympan-là. Ça, c'est une otite moyenne aiguë au stade 2 qui est collectée. On peut avoir un autre aspect, on n'a pas l'image ici, mais on pourrait avoir un 3e aspect, qui est l'aspect d'une otite moyenne aiguë perforée. C'est le 3e stade, elle est collectée, puis après elle peut se perforer pour laisser passer le pus à l'extérieur et donner ce qu'on appelle une otite moyenne aiguë perforée. Ça, c'est une question-réponse bonus. Comment c'est à eux de répondre? Tu as répondu avec... Ok, très bien. Ça va? Je crois que le plus important, c'est d'avoir... c'est pas de répondre et d'avoir une bonne réponse, mais de sortir avec au moins ce que donne l'aspect otoscopique. Tu as répondu. Alors, donc, voilà, c'est bon. Elle a répondu. Normalement, c'est des légendes. 1, c'est quoi? 2, c'est quoi? 3, c'est quoi? C'est pas grave. Alors, on continue. Donc, vous avez traité votre malade, vous lui avez donné ce qu'il fallait donner, mais vous l'avez revue 48 heures après, parce qu'elle est toujours fébrile, parce qu'elle présente un décollement du pavillon de l'oreille droite, malgré la prescription d'une bonne antibiothérapie. Donc, à votre avis, quelle est la complication qu'elle vient de faire votre patient? Non, répondez sur... Il faut écrire. Voilà, il faut écrire. Allez, il faut écrire. C'est quoi cette complication?
On attend vos réponses. Personne n'a écrit. 0. A. Mastoïdite. Bravo. Automastoïdite. Très bien. MQ, je ne sais pas c'est quoi. Automastoïdite. Mastoïdie, ça n'existe pas. Mastoïdie. Ben, il faut Je rajouter laisse le le cœur TE pour dire l'inflammation, d'accord? Oui, devant une otite moyenne aiguë, il faut savoir que la complication la plus fréquente et la complication qu'on voyait beaucoup plus avant, c'est la mastoïdite aiguë. Donc, au départ, la collection elle est au niveau de l'oreille moyenne, mais elle peut sortir et elle peut diffuser, on va dire, dans les cellules mastoïdiennes pour donner la mastoïdite aiguë. Et le maladie va se présenter comment? Va se présenter plus souvent par une rougeur derrière le pavillon. Elle peut être soit une simple rougeur, une douleur ou carrément un abcès, genre un aspect rénitant avec une collection qui est derrière. Mais on pourrait également voir un décollement du tympan avec un effacement du sillon rétro-auriculaire. Et quand on examine le tympan, des fois c'est difficile de le voir parce qu'il y a une chute du mur postérieur du conduit auditif externe, mais on peut arriver à voir l'aspect en pie de vache, c'est-à-dire que le tympan il est tellement collecté que le pus il est passé par derrière pour aller au niveau des cellules mastoïdiennes. D'accord? Et c'est la complication qu'on voit le plus chez les enfants souffrant d'otite moyenne aiguë. On en voit de moins en moins, mais avant c'était la complication la plus fréquente. Oui, s'il vous plaît. Très bien. Très bien. Donc, pour la question numéro 5, donc, concernant la prise en charge de cette complication, à votre avis, qu'est-ce qu'on devrait faire dans ce cas-là? Est-ce qu'aucune imagerie n'est nécessaire devant ce tableau clinique typique? Est-ce qu'il serait intéressant de demander un scanner du rocher? Est-ce que la prise en charge devrait se faire en ambulatoire par antibiothérapie? Est-ce que la prise en charge elle est plutôt médico-chirurgicale ou est-ce qu'il s'agit de la complication la plus fréquente de l'otite moyenne aiguë? Donc à vos claviers. Vous avez 30 secondes. Là, vous avez donné la réponse. Non? Si. Ah bon? Oui. Ça a été court, je crois que vous n'avez pas eu le temps pour copier. Hein. Donc. Ah, je crois que non, je crois qu'il n'y en a que 17 qui vont passer le test. Hein. 18 réponses, on va voir vos réponses. Donc voilà, tu peux interpréter les réponses. D'accord. Donc dans la mastoïdite aiguë, il serait intéressant de faire un scanner pour voir la collection, pour voir la complication, pour voir est-ce qu'il y a un abcès pour une éventuelle prise en charge. Donc le traitement de la mastoïdite, il se fait le plus souvent à l'hôpital et non pas en ambulatoire. La prise en charge, elle est plutôt médico-chirurgicale, donc le malade il est sous antibiothérapie, mais s'il y a une collection rétro-auriculaire, donc il faut aller vider cette collection, sinon le traitement il risque de ne pas être efficace et on risque d'avoir d'autres complications. D'accord? Et il s'agit de la complication la plus fréquente, on l'a déjà dit avant. D'accord? Ça, c'est les réponses correctes. Il y a certains qui avaient dit que le traitement il devrait se faire en ambulatoire, ben non. Et le scanner, oui, il serait intéressant de demander un scanner devant une mastoïdite aiguë. Traiter en ambulatoire en mastoïdite, c'est catastrophique. Il faut l'hospitaliser, c'est obligatoire. On peut passer, s'il vous plaît? Oui, bien. Très bien. Donc, à votre avis, dans ce cas-là maintenant, elle a une mastoïdite, vous l'avez hospitalisée, vous devez lui proposer une prise en charge. Donc, quel traitement vous allez proposer à votre malade? Est-ce que vous allez faire une parasynthèse? Est-ce que vous lui proposez une tympanoplastie? Est-ce que vous lui proposez qu'une antibiothérapie? Est-ce qu'une chirurgie pour drainer la collection est nécessaire? Et est-ce qu'une simple surveillance sans traitement serait judicieuse chez cette malade? Vous allez répondre à vos claviers, vous allez répondre avec vos téléphones. Ben, ça va, déjà on est à 19 réponses, j'espère qu'elles seront bonnes. Voilà Très les bien. réponses.
Donc bravo pour les gens qui avaient dit une parasynthèse. Oui, en cas de mastoïdite aiguë, du moment qu'il y a le pompement, qu'il y a le pus à l'intérieur du tympan, oui, il est intéressant de faire une parasynthèse pour permettre au tympan, pour permettre au liquide de sortir de ce tympan, de cette caisse-là. Une tympanoplastie, je crois qu'il faut proposer une tympanoplastie en cas de perforation. Est-ce qu'en cas d'otite moyenne aiguë compliquée d'une mastoïdite, est-ce qu'il y a une perforation? Donc pourquoi proposer une tympanoplastie dans ce cas-là? Donc une antibiothérapie, oui, alors que seulement 71% qui avaient répondu juste, oui, puisque c'est une pathologie infectieuse. Déjà, c'est une pathologie infectieuse à la base qui nécessitait une antibiothérapie. Et puis après, elle s'est compliquée. Donc oui, c'est une antibiothérapie qui devrait être à large spectre et qui ciblerait les germes qui sont en cause de cette mastoïdite. Donc une chirurgie de drainage mastoïdien, oui, si on trouve sur le scanner ou bien cliniquement, si on trouve qu'il y a un abcès derrière, oui, il faut aller le vider. Et est-ce qu'on pourrait proposer seulement une surveillance chez cette petite? Bien sûr que non. Un traitement antibiotique avec une chirurgie pour pouvoir guérir cette petite fille. Très bien. Ça, c'est les réponses. Très bien. Donc, c'est bon. Votre malade, elle est guérie de sa mastoïdite, elle est sortie. Vous décidez de la recontrôler un mois après. Et en la recontrôlant, vous allez regarder automatiquement ses tympans. Qu'est-ce qu'il en est de ses tympans après sa mastoïdite? Et vous allez voir l'aspect suivant. Très bien. Et c'est ce que vous allez voir au niveau de ce tympan. Donc, à votre avis, pour le 1, c'est quel côté? Et pour le 2, à votre avis, c'est... Mais essayez d'écrire directement, s'il vous plaît. Et pour le 2, c'est quoi le diagnostic? On peut regarder des réponses? Non. Donc, à votre avis, c'est quel côté? Ben, c'est un côté gauche, très bien. On avait commencé avec une otite. Vous pouvez voir sur ici, il y a le cercle. Donc, le petit cercle en rouge, voilà. Donc le 1/4 s'est trompé ici. Et là, c'est le 1/10. Très bien. Ben, ça, c'était plutôt un piège parce qu'au départ, on avait commencé par une otite moyenne aiguë du côté droit. Et là, on vous montre l'aspect du côté gauche. Donc ça, c'est pour vous dire qu'il faut examiner les deux tympans et non pas un seul tympan. Parce qu'elle consulte pour une oreille droite. Il ne faut pas regarder l'oreille droite et dire c'est bon. Voilà le diagnostic, je ne regarde pas l'autre. On pourrait passer à côté de pathologie. Et voilà, chez cette petite, elle présente une otite séromuqueuse. Ça doit être bilatéral des deux côtés. Et donc, soit elle l'a gardée après son otite moyenne aiguë, soit que c'est une otite moyenne aiguë, soit c'est une otite séromuqueuse qui fait des réchauffements. Et elle peut se compliquer d'otite moyenne aiguë. D'accord? Bonsoir à toutes et à tous. Je vais enchaîner avec le deuxième cas clinique concernant toujours les otites. Donc, il s'agit du patient POL, âgé de 3 ans et demi, ramené par sa maman pour rhinorrhée claire, prurite nasale, éternuement parfois et respiration buccale. La maman rapporte la notion d'urticaire très, très important les 3 derniers mois. Alors, quelle information souhaiterez-vous avoir avant de commencer votre examen clinique? La recherche d'une prise médicamenteuse, la recherche ou l'absence d'asthme bronchique ou d'une dermatite atopique ou d'une atopie familiale, les caractéristiques de la rhinorrhée, le seuil auditif, les signes otologiques et les troubles du sommeil, ou bien toutes ces réponses.
pense que ça va devenir. Eh ben, bravo, donc la bonne réponse c'était toutes ces réponses, donc on doit rechercher toutes ces réponses. Donc on doit rechercher s'il y a une prise médicamenteuse pour expliquer la notion de l'urticaire. La présence d'asthme bronchique ou d'atopie familiale, bien sûr, parce que l'enfant présente des rhinorrhées, présente des respirations buccales, donc là on recherche toujours s'il y a une rhinite allergique. Donc les caractéristiques de la rhinorrhée, c'est très important de savoir les caractéristiques de la rhinorrhée. Si la rhinorrhée claire, ça nous oriente beaucoup plus vers une rhinite allergique. Si elle est colorée, jaunâtre ou verdâtre, ça nous oriente vers une surinfection, bien évidemment la sinusite. Donc le seuil auditif et les signes otologiques, donc on recherche s'il y a un retentissement otologique de ces signes cliniques-là. Les troubles du sommeil, donc si l'enfant ronfle la nuit ou s'il a un sommeil perturbé, donc déjà il a une respiration buccale. Donc on doit rechercher toutes ces réponses. On passe la question suivante. Ça, c'est... Ouais. Alors la maman vous informe qu'il n'y a aucune comorbidité, c'est-à-dire il n'y a pas d'asthme, il n'y a pas d'atopie familiale, mais elle avait suspecté une baisse de l'audition chez son enfant. Donc l'autoscopie vous montre cet aspect-là. Quel est votre diagnostic? Donc la moitié, réponse juste. Non, tu vois le cercle, et à l'intérieur du cercle, c'est ici. C'est là, la moitié en vert, c'est-à-dire la moitié on répondait juste. Donc, c'était notre Donc ça, cerveau, c'est ça un va aspect faire otoscopique de l'oreille. Ça, c'est l'oreille droite ou gauche? Droite. Ok, ça, c'est l'oreille gauche. Donc, on a un tympan qui est congestif dans sa totalité et il est rétracté. Vous voyez la rétraction? Donc, c'est un tympan qui est rétracté. Il n'est pas normal, il n'est pas... Donc, et là, on voit qu'il y a des bulles rétrotympaniques. Donc à droite comme à gauche, donc là une bulle, l'autre elle est ici. Donc c'est un aspect d'une otite séromuqueuse. On passe. Alors, il s'agit d'une... Ah oui. Répondre rapidement. Voilà. Donc pour l'otite séromuqueuse, quelles sont les propositions exactes? Il s'agit d'une pathologie fréquente chez l'enfant. Elle est le plus souvent révélée par une otorrhée. Elle est unilatérale. Lorsqu'elle est unilatérale, doit rechercher une lésion du rhinopharynx. Elle est un facteur favorisant de la survenue d'une otite moyenne aiguë et peut provoquer un retard du langage. C'est bon. Donc on a plus 4 réponses. C'était rapide, on répond rapidement. Donc Voilà il y a comment- 100% qui ont répondu que c'est une pathologie fréquente chez l'enfant. Et évidemment, oui, elle est très fréquente chez l'enfant. Elle est le plus souvent révélée par une otorrhée. Non. L'otite séromuqueuse, c'est une otite chronique à tympan fermé, donc il n'existe pas de sécrétion d'une otite séromuqueuse. L'otite séromuqueuse unilatérale doit faire rechercher une lésion du rhinopharynx, bien sûr, surtout chez l'adulte. Donc il faut toujours examiner le cavant à la recherche s'il y a un néo du cavant. Et chez l'enfant, bien sûr qu'elle est souvent bilatérale, mais elle peut être aussi unilatérale. Et on doit examiner également le cavant. Donc à la recherche d'une hypertrophie des végétations adénoïdes. Donc elle est facteur favorisant de la survenue d'une otite moyenne aiguë, oui. Donc on peut avoir une surinfection de l'otite séromuqueuse. Donc on peut avoir une otite moyenne aiguë sur un fond d'une otite séromuqueuse.
Et elle peut provoquer un retard du langage, bien sûr, parce qu'il y a un épanchement rétrotympanique et l'épanchement donc réduit la transmission de l'onde sonore de l'oreille moyenne à l'oreille interne et ça va provoquer une baisse de l'acuité auditive et par conséquent un retard de l'acquisition du langage. Donc on passe à la question. D'autres questions? Alors, quelle est la prochaine étape pour la recherche du diagnostic? Est-ce qu'il faut faire une radiologie du cavant pour rechercher des végétations adénoïdes, un test allergénique, une endoscopie du cavant? La réponse 1 et 3, ou bien toutes ces réponses? Bon, la bonne réponse, c'est de faire toutes ces examens. Donc, on doit faire. Si on ne dispose pas d'un nasofibroscope au cabine, donc on est obligé de faire une radiologie du cavum à la recherche d'une hypertrophie des végétations adénoïdes. Bien sûr, si on dispose d'un nasofibroscope, on examine directement le cavum par le nasofibroscope. Maintenant, s'il n'existe pas une hypertrophie des végétations adénoïdes, donc, on doit rechercher s'il y a une rhinite allergique. Donc, on doit faire un test allergénique. D'accord? Donc, on doit faire les trois. Mais pas les trois en même temps. C'est-à-dire, si on ne dispose pas d'un nasofibroscope, on a recours à la radiologie du cavum. Vous avez fait. Et là, on a les trois, donc on a trois images, oui. Donc, la première image, donc on a c'est une RX du cavum. Ah, d'accord, légendaire. Vous avez trois images, qu'est-ce que vous voyez? 1, 2, 3, c'est quoi 1, c'est quoi 2, c'est quoi 3? C'est bon, on va voir les résultats. Bon. Zéro réponse. Donc, pas de réponse. Aucune réponse. Bon, la première image, c'est une donc radiographie du cavum profil. Donc là, on visualise une hypertrophie des végétations adénoïdes. Donc là, le passage il est pratiquement nul. Vous voyez la réduction de la filière rhinopharyngée. La deuxième image, c'est une image endoscopique donc, du cavum. Là, il s'agit d'une hypertrophie des végétations adénoïdes. C'est un paquet obstructif qui bloque donc les orifices tubaires. Et la troisième image, c'est une image d'une rhinite allergique. Donc là, la muqueuse, donc la muqueuse, elle est pâle avec un aspect polypoïde du cornet. C'est pas une polypose. C'est pas une polypose. Alors, la prise en charge pour ce patient, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, est-ce qu'il faut enlever les végétations adénoïdes? La mise en place d'un aérateur transtympanique est d'emblée indiquée, ou on a nécessité à faire une tympanoplastie ou enlever les amygdales palatines. On voit ce que vous avez répondu. Voilà vos réponses. Donc, enlever les végétations adénoïdes, oui, c'est juste. Donc, il suffit, des fois, il suffit d'enlever juste les végétations adénoïdes et ça va régler le problème. Et l'épanchement se résorbe et tout rentre dans l'ordre. Mais des fois, on a recours de placer un aérateur transtympanique d'emblée. Ça dépend de l'aspect otoscopique de cette otite. Donc, si le tympan est très rétracté ou il est bleuté, donc on doit placer directement un aérateur transtympanique. Mais des fois, il y a juste un épanchement rétrotympanique. Il suffit juste d'enlever les végétations adénoïdes pour régler le problème. Alors pour la tympanoplastie, on n'a pas recours à faire une tympanoplastie, déjà le tympan est fermé. Et pour enlever les amygdales palatines, des fois oui, on enlève les amygdales palatines lorsqu'il y a une hypertrophie importante des amygdales palatines. Donc on enlève les deux, les végétations adénoïdes et les amygdales palatines. Pour libérer la trompe auditive et pour avoir un bon fonctionnement de tubaire. Alors, la maman, donc l'enfant n'a pas bénéficié de ce traitement et il a été perdu de vue.
Et il revient vous voir 2 ans après avec des rhinorrhées et une baisse de l'acuité, avec des otorrhées et une baisse de l'acuité auditive. Que vous montre l'image suivante. Alors qu'est-ce que vous voyez dans cette image? Les gens. C'est quel tympan? C'est 1 droit c'est le ou gauche? côté, 2 c'est quoi, le 3 c'est quoi, et 4 c'est quoi? Alors c'est le côté droit ou le côté gauche? Le côté droit, parce que vous voyez, le manche du marteau, le marteau est dirigé en arrière, donc c'est le côté droit. Là, c'est quoi ça? 2, c'est la bouche. C'est quoi ça? C'est une rétraction tympanique, localisée uniquement à ce niveau-là. Donc c'est une poche de rétraction. Voilà, c'est une poche de rétraction. Donc le tympan, il est tellement rétracté qu'on peut la visualiser par rapport au reste du tympan. Alors le 3. Le 3, c'est juste... C'est la branche descendante. C'est la branche descendante de l'enclume. C'est juste montrer la hauteur. Et ici, vous pouvez bien voir la branche descendante de l'enclume. Tellement la peau elle colle, elle commence à être détruite. Voilà, le bébé glisse. Oui. Et ça moule, le tympan, Mais ça oui. moule. Mais oui. Donc la question suivante, rapide, il faut qu'il réponde rapidement. S'agit-il d'une forme d'une otite moyenne aiguë, d'une otite moyenne chronique simple, d'une otite dangereuse ou d'une otite tuberculeuse? Voilà vos réponses. Oui, c'est juste. Oui. Donc la bonne réponse, c'est l'otite moyenne chronique dangereuse, parce que là, on redoute d'avoir un cholestéatome. La contraction elle est très importante. Donc le tympan s'invagine, et là, on peut avoir un col. Question suivante. Vous redoutez le plus souvent un collet acquis de l'oreille moyenne, un cancer de l'oreille moyenne, une dégradation de l'audition, une paralysie faciale périphérique. Si on laisse évoluer cette otite. Très bien, donc vous avez bien répondu. Donc, Parfait. oui. Il n'y a que 2. Cancer de l'oreille moyenne. Eh ben oui, là on redoute un cholestéatome. Donc le cholestéatome, bien sûr, il va entraîner une dégradation de l'audition et il peut dénuder le nerf facial et on peut avoir une paralysie faciale périphérique. Je laisse les laboratoires techniques modérés et après on va passer au quiz et les calculs.